Une âme voyageuse ancrée à Nantes. C'est ainsi que l'on pourrait décrire Lucie Berthier-Jambara, la chef à la tête du restaurant Sépia. Vous reconnaissez sûrement son visage et sa voix gouailleuse de son passage dans Top Chef. Mais son histoire de cuisine commence bien plus tôt, lors d'une année en Californie pendant ses études, et dont elle gardera le goût des grandes tablées et du partage. S'en suivront une formation à l'Institut Paul Bocuse et des expériences vécues intensément ou difficilement dans des maisons prestigieuses. Mais Lucie est avant tout un esprit libre qui a tôt fait de s'affranchir des normes et des chemins tout tracés pour suivre sa propre route. C'est ainsi que verra le jour Sépia, son restaurant nantais, premier-né d'une aventure entrepreneuriale prometteuse, mais toujours connectée à la terre. Car les valeurs de Lucie la relient intimement au terroir local, sans que cela ne tarisse son goût d'ailleurs, bien présent dans les assiettes. Les pieds dans la terre et le regard clair fixé sur l'horizon, en somme. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Lucie Berthier-Jambara dans Girls in Food. Bonjour Lucie Berthier-Jambara. Bonjour Adeline. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de Girls in Food ? Alors, je m'appelle Lucie, j'ai 33 ans et je suis chef du restaurant Sépia à Nantes. Si on revient un petit peu en arrière, dans ton enfance, est-ce que la cuisine c'était quelque chose d'important dans ta famille ? Oui, c'est la cuisine, ça a toujours fait partie, je pense, un peu de notre culture et un peu de notre environnement. Ma maman cuisinait beaucoup, ma grand-mère paternelle aussi un peu, et mon grand-père a été restaurateur une partie de sa vie. Ouais. Ok, d'accord, donc il voilà. y a une lignée. Exactement, il y a un truc un peu comme ça. Ouais. Et tu étais installée où ? Dans quelle région avec ta famille ? Alors, ma famille est originaire de l'Est de la France. Moi, je suis née ici à Nantes. Après, j'ai pas mal voyagé, j'ai déménagé. Et je suis revenue à Nantes il y a maintenant 4 ans. Ok. Tu vas nous raconter ça, parce qu'effectivement, tu as pas mal voyagé. Est-ce que tu te souviens d'un plat du dimanche particulier ? Le plat de ton enfance qui revenait régulièrement ? Ou ça peut être un plat de fête aussi, si tu préfères. En plat de fête, je citerai d'abord les langoustines, mais la langoustine, une bonne langoustine d'un beau vivier de la côte, mais très simplement cuite, sans artifice aucun. Après, il y avait vraiment ma mère qui avait un truc avec la mayonnaise aussi. Ça va bien ensemble d'ailleurs. Oui. Après, en plat du dimanche, c'était vraiment le poulet rôti chez nous. Ouais, classique. Et est-ce que tu te souviens du métier que tu rêvais de faire quand tu étais petite ? Je crois que plus jeune, j'ai rêvé d'être vétérinaire à un moment donné. Ouais. Mais je suis pas très mathématique, pas très scientifique, donc à un moment donné, c'était plus envisageable et c'était plus très attrayant peut-être aussi. Quel a été ton tout premier job ? Ça peut être un job étudiant, un job que tu faisais ado. Oui, adolescente, j'ai travaillé en boulangerie, en boulangerie industrielle. Ah ok. Voilà. Une expérience. J'avais des questions autour de l'orientation et je voulais m'orienter vers l'esthétique, la cosmétique. C'était pas vraiment de l'avis de mes parents, donc je suis allée voir un petit peu ailleurs durant un été ce que c'était que le travail. J'ai vu que tu avais fait des études de commerce international. Qu'est-ce que quand tu t'es lancée dans ces études-là, dans ce diplôme, qu'est-ce que tu avais en tête ? Alors à l'époque, je sors d'un bac littéraire avec option et spécialité arts plastiques. Ouais. Donc j'ai en tête l'art et les arts plastiques et les choses très vivantes autour de l'art. Encore une fois, pas forcément partagées par ma famille. Maintenant, l'orientation, ça voulait dire aussi un déménagement. À l'époque, on habitait en Vendée. Il y avait tout un aspect financier à prendre en compte. J'étais pas indépendante, autonome à l'époque. Donc voilà, si c'est non, c'est non. Donc l'orientation ne pouvait pas être artistique à cette époque-là. Du coup, j'avais été orientée vers quelque chose de très général. Ma maman me payait mes études, j'avais cette chance-là.
Donc voilà, je me suis orientée vers une école de commerce international, en espérant peut-être à un moment de la branche pouvoir retoucher aux arts, quoi. D'accord, ouais, donc tu n'avais quand même pas perdu ça de vue, tu l'avais toujours dans un coin de ta tête. C'était toujours dans un coin de ma tête, et pour l'anecdote, les premières années, je vendais même des tableaux. D'accord. Je pense que c'est une partie qu'on peut oublier aujourd'hui, mais ça a été un moment aussi. Ouais. Donc même si tu as fait autre chose, donc on le voit avant la cuisine, est-ce que tu estimes qu'il y a des choses que tu as apprises à cette époque, pendant ces études de commerce, qui te sont utiles aujourd'hui ? Oui, il y a l'école de commerce, c'était quand même 5 ans. À l'époque, c'était un bac plus 5, donc ça a été aussi une grosse partie de ma jeune vie d'adulte. C'était énormément de vie d'entreprise. Du coup, on était comme quasiment un apprentissage. Donc, il y a eu tout l'aspect professionnel aussi, voilà, qui m'a aidé à grandir. Et ça, je garde cet aspect-là aussi en moi. L'aspect entrepreneurial aussi, je pense. Ouais. Et puis j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis aussi, voilà, quelques temps on va y pour venir. étudier aussi. Donc, voilà, c'était une très belle époque. Ouais. C'était peut-être un petit peu long dans le parcours. D'accord, ouais. Pour se trouver, mais voilà, ça fait partie de moi, mon parcours, c'est comme ça, j'ai eu cette opportunité-là. Oui, parce que je te pose la question parce que parfois, aujourd'hui, où on peut avoir plusieurs vies professionnelles, où des gens pensent à la reconversion, parfois ils ont l'impression que les années passées avant la reconversion sont perdues. Et moi, ma théorie, c'est plutôt qu'il peut y avoir des enseignements à tirer de toute vie professionnelle, ça peut nourrir la vie suivante, en fait. Je rejoins assez ta théorie, et si tu veux, dans les faits, moi, je me sens pas comme avoir eu une autre vie professionnelle. Okay. J'ai fait mes 5 ans d'études, où du coup, là, on était en entreprise, bien sûr, mais en fait, après, j'ai travaillé un petit peu moins d'1 an, du coup, dans un grand groupe. Et après, tout de suite, je suis allée en cuisine. Donc, c'est pas comme si j'avais eu voilà, une carrière avant et une vraie reconversion ou une réorientation. Ok. Et je veux bien qu'on revienne sur la partie États-Unis, parce que pendant tes études, donc, tu vas t'installer en Californie, exactement, à San Diego. Oui. Pourquoi ? Alors, comment ça s'est passé ? Raconte-nous un peu ce grand changement. À l'école, on avait des programmes avec des ponts vers l'étranger. Voilà, il y avait plusieurs possibilités. Moi, j'avais déjà vécu quelques mois à San Francisco. Les États-Unis, à l'époque, c'était un truc pour moi. Et avec Martin, mon conjoint aussi, on avait un petit peu ça qui nous liait. Et San Diego, c'était la Californie. Enfin, si tu veux, à 22 ans, c'était comme un truc merveilleux de pouvoir aller faire des études à l'autre bout du monde. Et voilà, de pouvoir vivre une expérience, quoi. Donc, Et tu t'es donc plu là-bas ? Oui, ça m'a énormément plu. Les États-Unis, j'ai passé mon permis là-bas. Enfin, ça a été, voilà, d'un coup aussi, j'avais une autre vie, c'était un autre quotidien. Le fait d'aller à l'école, d'apprendre aussi dans une autre langue. Enfin, voilà, c'est différent. C'est une autre ouverture d'esprit, c'est une autre culture. Et puis à ce moment-là, il y a aussi un peu, pas la révélation, parce que je pense que ça a toujours été là un petit peu en moi, mais je passe plus de temps à organiser des fêtes et à faire à manger pour tout le monde ou à découvrir, voilà, parce que du coup j'étais avec des colocataires qui venaient de tous les pays aussi, donc voilà, c'était très cosmopolite. Donc je passais plus de temps à apprendre des choses sur la cuisine ou à découvrir ou à cuisiner que en fait faire ce qu'on m'avait demandé, c'était la communication, le marketing, d'aller à l'école, de faire ça. Voilà. Et est-ce qu'à un moment, tu aurais pu te dire que tu allais rester là-bas ? Alors j'aurais pu me dire que j'allais rester. Maintenant, j'avais quand même mon conjoint qui était en France. Ok. Il y a aussi des questions de visa. Oui, qui sont très complexes. Ils sont un petit peu compliqués. Je crois que le mien, il était comme un peu plus long, mais j'avais surtout ma 5e année qui m'attendait ici. Oui. Il fallait boucler exactement. Cette boucle-là. C'était prévu de faire ça comme un CDI, un CDD. C'est un contrat de durée déterminée, c'était ça. Et après, il fallait rentrer, quoi. Et pour reboucler aussi sur la cuisine, parce que clairement, tu donnes l'impression de t'être éclaté sur ce volet-là aux États-Unis. Est-ce que la cuisine californienne, qui est quand même un vrai sujet, qui est un peu le berceau du farm to table, est-ce que ça, tu en avais conscience à cette époque-là ? Est-ce que ça t'a influencé d'une manière ou d'une autre ? Les produits là-bas, qui sont forcément très différents du terroir français métropolitain ?
Alors, on parle quand même de 2011, donc ça remonte un peu. Il y avait surtout à l'époque le chef Ludo, qui était le précurseur. Il avait des problèmes pour du coup acquérir un restaurant sur Los Angeles de par les prix et du coup le marché. Et du coup, c'est lui qui se mettait surtout à louer des restaurants à droite à gauche pour faire en fait des sortes de dîners un petit peu éphémères. Et il était précurseur aussi de cette cuisine de marché. Et il médiatisait énormément. Et pour moi, c'est un peu les prémices justement du farm to table, etc. Ouais. Ou en tout cas la médiatisation de ce mouvement-là. Il se mettait en scène du coup vraiment sur les marchés, aller chercher du local et du frais et du bio. Et voilà, ça c'était un petit peu l'environnement et c'est ce que j'en retiens du coup après toutes ces années. Après, c'était aussi un environnement pour moi où j'étais étudiante, donc on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, etc. Sur San Diego, pour moi en tout cas, j'avais pas eu accès énormément aux marchés ou aux trucs un petit peu locaux. En revanche, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était dans les supermarchés, d'avoir une diversité absolument impressionnante de fruits et de légumes du monde entier. Et surtout qui était déjà prédécoupé. C'est quelque chose qu'on a maintenant en France aujourd'hui et qu'on n'avait pas à l'époque. Et je me souviens que ça m'avait excessivement choquée. D'avoir des oignons déjà coupés dans un sac et en fait, il y avait juste à ouvrir. Enfin, c'était... ça pour moi, c'était un autre monde. Ouais. Donc, tu rentres ensuite en France pour faire ta dernière année d'école. Et après, tu pars t'inscrire à Lyon à l'Institut Paul Bocuse. Donc je rentre faire ma 5e année. Du coup, de ça, je rentre en stage dans un grand groupe qui fait du marketing terrain, un conglomérat même, donc ils font pas que ça. Je suis embauchée, je travaille. Et puis au bout de quelques mois, je sens que ça s'essouffle un peu et qu'en fait le quotidien, bureau, centre-ville, Zara à midi, c'est pas forcément mon truc. Et à l'époque, je suis énormément, peut-être pas poussée, mais il y a des gens autour de moi, dont mon ancienne boss, du coup, qui maintenant est photographe indépendante, me dit, écoute, si tu aimes cuisiner, viens pour la soirée de Noël qu'on doit se faire tous ensemble, etc. C'est toi toute la journée qui va cuisiner, je te donne le budget, tu fais ce que tu veux, etc. J'ai été poussée aussi et vraiment prise en main par les autres pour faire ça. Et je pense que naturellement, j'ai dit ok, je vais arrêter là et je vais essayer autre chose. D'accord. Est-ce que justement le fait d'avoir un entourage qui croyait quelque part, ça a été un facteur pour toi important ? L'entourage qui croit en nous autour, je pense que c'est essentiel. Enfin, en tout cas, pour moi, avec mon grand cœur et mes petits sentiments exacerbés, c'est quelque chose qui compte énormément. Ouais. Donc tu vas à l'Institut Paul Bocuse. Comment ça se passe là-bas ? Parce que là, tu reprends les bases, en fait. Comment ça s'est passé ? Comment tu l'as vécu, cette partie-là ? C'était très particulier. Je me retrouve dans une classe où, du coup, il y a des gens du monde entier. En session d'été à l'époque, je crois que ça n'existe même plus. Donc on rentre à l'école, je crois, au mois de mai ou au mois de juin. Enfin, c'est complètement à l'envers, dans une autre ville, un autre lieu. On est dans le château à Écully. Enfin, c'est très particulier, l'Institut Paul Bocuse. C'est incroyable à vivre, hein. C'est que des bons souvenirs. C'est très particulier surtout de découvrir ce qu'est vraiment la restauration, parce que j'arrive à l'Institut, j'ai jamais travaillé en cuisine, j'ai jamais fait de cuisine, j'ai une image de ce que c'est, mais c'est surtout le choc de la transposition du loisir, du hobby, de ce qu'on aime, qui devient finalement un métier avec des règles et une professionnalisation et des contraintes. Et voilà, là il y a un décalage. Il y a un décalage, mais au bout de quelques temps, j'accepte et en fait, je comprends que c'est chouette et que j'aime ça. Mais au tout début, il y a un décalage. Ouais. Et finalement, j'ai l'impression que dans tes expériences professionnelles en cuisine, tu es allé assez vite vers la haute gastronomie.
parce que tu as travaillé avec les chefs Gérald Paseda et Alexandre Mazia. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi aller vers ce monde-là de la cuisine? Parce que finalement, il y a une grande diversité dans la cuisine. Il peut y avoir le bistrot, il peut y avoir... voilà. Et toi, tu as eu ces expériences étoilées. Alors le parcours étoilé, je pense qu'il s'impose un peu de manière naturelle à l'Institut parce qu'on est formé par des grands chefs. Ouais. Et notamment en troisième et dernière année, je me souviendrai toujours du chef Florent Boivin, qui est meilleur ouvrier de France. Quand on parle d'orientation et d'avenir, je lui dis que j'aimerais bien essayer. Donc j'ai des expériences durant les 3 années dans des restaurants, étoilés, non étoilés aussi, pour faire parfois un petit peu la maille sur des extras ou des choses comme ça pendant les week-ends. Et du coup, je lui dis que j'aimerais bien déjà travailler le poisson, parce que j'avais travaillé énormément la viande, mais j'avais pas grande connaissance autour du poisson. Et que surtout, j'aimerais bien aller essayer quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus grand. Je crois que le stage, c'était 6 mois au départ. Sur cette période-là, pour voir. Et puis je me dis, en fait, c'est le moment ou jamais. On verra après si je vais travailler chez telle personne ou dans un petit restaurant, chez un Indé, ou si tout de suite je me lance. J'aimerais bien quand même aller voir un peu les grands étoilés, quoi. Et du coup, il me dit, génial, s'il faut aller travailler chez quelqu'un, si tu veux découvrir le poisson, il faut aller chez le chef Paseda, à Marseille. De suite, je dis Marseille, pourquoi pas. C'était encore une autre destination. Une autre destination, ouais. Martin toujours à Nantes. et oui, c'est un peu le parcours, mais je sais pas. Pour moi, ça s'imposait comme un peu naturellement, et c'est toujours comme saisir cette chance d'opportunité. C'est le chef qui te parle d'un autre chef. Il faut aussi comprendre un peu ce qui se passe là. C'est qu'il est en train de dire que ça, c'est important, et c'est peut-être ça la voie, en fait. Donc même si c'est pas pratique d'un point de vue de la vie quotidienne, est-ce que ça c'est une je sais pas si on peut parler de leçon, mais c'est savoir saisir les chances comme ça quand elles se présentent. Est-ce que ça peut être un conseil qu'on peut écoute, donner? un conseil, je sais pas. Après, je pense que c'est chacun dans ses dispositions. J'ai été trimballée depuis toute petite, on déménageait énormément. Oui. Depuis que j'ai 15 ans, je vis seule. Ma mère, elle vit à l'autre bout de la France. C'est aussi un truc pour moi naturel de bouger et de dire de toute façon, je te laisse là, je vais faire mon truc, mais je reviens. Et c'est que pour construire derrière ensemble. Donc c'est pas comme une fuite, c'est vraiment toujours l'expérience et oh là, on m'a dit d'aller là, ok, je vais aller voir. Après, je peux revenir. Bien sûr. Plus comme avancer et toujours voir pour prendre aussi un peu. La vie est intense et moi j'aime bien ça, quoi. Et chez ces différents chefs, donc dans le sud, qu'est-ce que tu en as retiré en termes d'apprentissage, qu'est-ce que tu... Alors là, clairement, en quelques temps, j'apprends tout. J'apprends la rigueur, l'extrême rigueur. J'apprends à me dépasser. Je suis crevée, j'habite loin. Il n'y a pas les bus aux bons horaires. Mais je découvre plein de choses. Je rencontre des gens formidables que je connais encore aujourd'hui. C'est l'expérience à Marseille est incroyable. Incroyable. Je remonte un tout petit peu en arrière. L'arrivée dans le monde professionnel de la cuisine, parce qu'il y a l'école et puis il y a les cuisines d'un vrai restaurant. Comment ça s'est passé, cette adaptation ? Le premier stage dans lequel je suis envoyée, c'est très très dur. D'accord. C'est excessivement dur, c'est l'inverse de ce que j'ai demandé. Je me retrouve à la campagne, isolée, j'ai pas de voiture. Ouais. Je suis dans un tout petit village, dans un certain très beau restaurant. Mais je suis jeune et je suis la seule fille. Ok. Et j'apprends beaucoup de choses et j'apprends aussi l'être humain et les rapports professionnels entre les hommes et les femmes. Et la hiérarchie. Il y a beaucoup de choses de cette période-là où j'apprends que du coup je ne réitérerai pas les choses. Comme un management, des ambiances, des non-dits, la force du pouvoir masculin qui peut s'exercer aussi avec la hiérarchie et la place qu'on peut avoir.
des choses très compliquées à ce moment-là. Ouais. Mm. Et souvent, les chefs qui ont comme ça connu des ambiances dures, il y a 2 options. Soit ils font une rupture complète avec ce mode de management-là, soit ils reproduisent un peu à l'infini ce qu'ils ont connu. Comment est-ce que tu as fait pour, le jour où tu es devenue patronne dans ton restaurant, arriver à couper avec cette dynamique-là? Du coup, moi, je suis pas arrivée en cuisine quand j'avais 15 ans, sur le modèle un peu classique, où là, je pense qu'on peut être un peu comme presque conditionné, du coup, si c'est ce qu'on connaît, et que c'est comme ça qu'on nous a appris. Voilà, là, j'ai déjà 23 ou 24 ans, je crois, donc j'ai vu. C'est une chance, en fait, choses. quelque part, de ce point de vue-là, peut-être. Oui, je pense que du coup, le recul et un peu à la maturité, etc., permet aussi de comprendre et de se dire qu'il y a sûrement d'autres modèles et qu'on peut faire différemment. Après, quand j'ai ouvert ici à Sepia, j'étais seule en cuisine. Au bout de quelques mois, j'ai eu un apprenti et je trouve que si on s'est bien expliqué et qu'il n'y a pas forcément besoin d'être dur. Et je pense que la rigueur qu'on s'impose en découle aussi. Enfin, là, on n'est pas non plus dans un 3 étoiles, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas ça. J'ai pas non plus la rigueur des établissements dans lesquels j'ai pu travailler, donc le travail est différent. Après, tu vas revenir à Nantes, tu vas nous raconter ça, mais est-ce que tu aurais pu te projeter dans ce monde de la haute gastronomie à long terme, c'est-à-dire en travaillant pour un chef, en restant dans cet univers-là? Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. C'est peut-être un de mes regrets. D'accord. Je pense que j'aurais dû rester plus longtemps à travailler auprès d'un chef. Pourquoi ? Je pense que j'aurais appris plus de choses. Je sais pas, j'ai décroché à un moment donné parce que je pense que j'étais prise dans un tourbillon dans ma vie personnelle et ça a un petit peu déteint sur la vie professionnelle. Mais si j'avais pu, je serais restée. Okay. J'aurais dû rester. D'accord. Maintenant, j'ai été approchée par d'autres gens, j'ai cru d'autres choses. Oui. Voilà, c'est la vie aussi. J'ai fait sûrement des erreurs dans mon parcours pro par la suite. Je dirais, je regrette un peu, mais à la fois, je pense que ça m'a ouvert d'autres portes, ça m'a construit sur d'autres choses. Voilà. Aujourd'hui, si je pouvais réécrire l'histoire, je réécrirais quelques lignes quand même. Ouais. Ok. C'est bien d'avoir cette lucidité-là aussi. Donc tu vas ensuite revenir à Nantes. Est-ce que tu peux nous parler de ce retour dans ta région, un peu, le berceau en fait, de ta famille, ou en tout cas une région qui était où tu as grandi un petit peu? Je reviens à Nantes après plusieurs années à Marseille, avec un enfant de 6 mois du coup. J'ai eu mon fils à Marseille. Gaspard a 6 mois quand on revient. On revient parce qu'on est persuadé qu'avoir un enfant près de nos familles, c'est mieux. Voilà. Bref, plein de raisons. Martin répond à un appel à candidature sur des fermes maraîchères urbaines, du coup, en plein centre-ville de Nantes. Moi, je me vois pas du tout repartir en brigade alors que j'ai un enfant de 6 mois. C'est pas la vie que je veux. Ce qui s'offre à moi, du coup, à l'époque, c'est d'ouvrir mon restaurant. Et je me dis, c'est chouette maintenant que je suis revenue ici, qu'on est un peu plus posé, on a un enfant. Je vais ouvrir mon restaurant, je vais pouvoir être libre et du coup, choisir mes horaires, faire ce que je veux. Voilà. Ok. Et parce que c'est vrai que moi, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, la maternité dans le milieu de la restauration. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que c'est pas compatible. Toi, tu te voyais pas en tant que salarié dans un restaurant avec un bébé. On sait que l'entrepreneuriat c'est dur, hein, mais ça te semblait quand même moins dur que de reprendre un job dans un restaurant. Je pense que j'avais des craintes liées en fait à ce que ça demande d'être en brigade aussi. Il faut que les autres puissent compter sur nous.
Et j'avais pas envie d'être celle qui dit peut-être un jour là je pars tout de suite, parce qu'en restauration on n'a pas non plus des horaires qui sont très carrés, donc pour moi c'était en fait aux antipodes entre la vie d'un restaurant où il faut tout donner, où il faut être là, et il y a tout le temps des imprévus, tout le temps des choses qui diffèrent d'une vie quotidienne un peu traditionnelle et bien rangée entre guillemets, sans sous-entendu aucun, qu'on peut avoir dans un bureau par exemple. Et est-ce que dans la pratique, tu confirmes que finalement être ton propre patron, c'est un peu la solution ? Ouvrir mon restaurant, du coup, ça m'apparaissait être comme la meilleure solution. Maintenant, dans les faits, c'était encore pas ça. Il y avait un décalage entre ce que je pensais que ça allait donner et la réalité, où en fait il faut être là tout le temps. En fait, il n'y a pas d'erreur sur la mise en place, pas de ci, pas de ça, et tout m'incombait qu'à moi, puisque j'étais seule en cuisine. Et du coup, à l'époque, Charles était seul en salle. Donc, pareil, décalage, mais finalement, liberté, finalement, incroyable sentiment que d'ouvrir la porte de son propre établissement. Et quand les gens sont contents, en fait, c'est nous derrière. Enfin, c'est tout un nouveau truc. Et voilà, là encore, c'était une nouvelle page et c'était incroyable. Et justement, comment on fait pour ouvrir son propre restaurant ? Est-ce que tu peux revenir avec nous sur les aspects, comment on choisit un lieu ? Enfin voilà, c'est plein de premières fois pour toi aussi. Tout à fait, c'était plein de premières fois. Ça faisait des années que j'avais pas mis les pieds sur Nantes, donc il y a beaucoup de choses qui avaient changé. L'offre avait énormément évolué. Les quartiers aussi ont évolué, ont changé. Donc comment on fait ? Je connais rien ni personne, donc je visite. Je crois que, je sais plus si c'est 38 ou 42 établissements. Ah oui. J'ai visité avant de trouver du coup celui-ci. Voilà, c'était le coup de cœur quand tu l'as vu ici ? Oui, Sepia, c'était le coup de cœur. C'est ce qui m'a, ce que je trouvais le plus joli, le plus à ma taille aussi. C'est un tout petit restaurant. Pour une première fois, je pense que c'était largement assez. Il y avait très peu de travaux, juste de la personnalisation, un petit peu d'entretien. Donc c'était parfait pour moi. Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça, à des gens qui veulent se lancer justement en tant que chef ou restaurateur, ou les deux ? Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu m'en parles comme ça, je me dis oui, c'est vrai que quand même, je passais mes journées du coup à visiter, à dire aux gens non, ça me plaît pas, et à essayer, et à dire à ma famille que si, c'est ça que je vais faire et je m'accroche à ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, faut être... faut s'écouter un peu. Il y a un truc un peu comme ça. Moi, je suis jamais sûre de ce que je fais, j'ai pas confiance en moi, mais je me dis, si j'ai envie de faire ça et que je pense que c'est ça, j'essaye. Parce qu'au fond, je suis sûre, et je me répète, je suis sûre que c'est ça. Donc le seul conseil, c'est de foncer. Voilà. Ça a pris un peu de temps, parce que du coup, j'ai pas trouvé tout de suite le lieu. En revanche, après, c'est bien tombé, parce que les anciens propriétaires voulaient s'en débarrasser très vite. Ils étaient en maladie, etc. Donc il fallait vraiment évacuer vite. Donc j'ai eu cette chance-là. Et donc ça veut dire que tu t'es lancé entre le moment où tu as eu le lieu, où tu as trouvé le lieu, tu as ouvert assez vite après ? Oui, ça s'est fait très très vite après. Je crois que c'était 2 mois et demi après à peine. D'accord. Et en fait, entre la cuisine que tu avais pu faire ailleurs en travaillant pour d'autres et ouvrir ton propre restaurant, est-ce que tu avais en tête assez précisément ce que tu avais envie de faire comme cuisine, ta propre cuisine, je veux dire ? Comment tu as défini ta cuisine, ta touche ? Alors, je savais absolument pas ce que j'allais servir. Surtout que, encore une fois, c'est là la double casquette entre chef d'entreprise et chef de cuisine. C'est qu'il y avait tellement de choses à gérer pour l'ouverture, en termes administratifs, en termes logistiques, de petits réglages, plus la vie pro à côté, enfin bref, que en fait, ce qui allait être dans l'assiette, c'était pas comme une des priorités. mais vraiment. Okay. Je suis allée me chercher des assiettes, j'avais de très belles assiettes, etc. Mais quand il a fallu faire un menu, j'étais un peu perdue. Donc à l'époque j'avais un truc qui était très très simple, c'est que je voulais approcher un maraîcher qui travaille pour de grandes tables et qui envoie quasiment la totalité de sa marchandise sur Paris, ou en tout cas chez les grands chefs. Martin, l'ayant approché dans un parcours professionnel aussi d'époque, me dit écoute, si tu veux récupérer les invendus, ou si Olivier il a un petit peu de cam, donc je parle d'Olivier Durand, un grand maraîcher nantais, on peut peut-être s'arranger, tu peux peut-être récupérer des paniers d'Olivier. C'était un de mes goals suprêmes, de pouvoir travailler avec un grand mec qui fait des super légumes.
Et du coup, au début, je récupérais peut-être 8 kilos de tomates par semaine, et puis basta, quoi. Donc il fallait absolument que je passe les tomates. Et c'était un peu ce travail à l'aveugle. Et c'est un peu ce qui a fait Sepia au début, c'est que sur les 2 premières années, les maraîchers arrivaient et me donnaient des caisses, et il fallait que je me débrouille pour créer autour de ça, en fait. C'est la vraie cuisine du marché, en fait. Oui, du coup, c'est la vraie chose que je pense qu'au marché, tu peux peut-être choisir de temps en temps. Là, j'avais pas le choix. Il y a des trucs, je me suis dit, voilà, parfois, il m'a ramené des daikons qui faisaient 4 kilos. J'avais jamais vu des daikons comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec... Alors, j'avais pour 2 semaines de daikon. J'ai dit, oh, putain, ils vont t'arrêter d'aimer ça. Donc, et du coup, génial, parce qu'en fait, je savais pas, mais du coup, je les ai confits, je les ai mis dans les épices, après, je les ai fait... Et ça, voilà, tant mieux. Est-ce que ça a décuplé ta créativité? Je pense que ça m'a mis comme une autre manière de travailler, en fait. Ça m'a apporté une autre manière de travailler, et c'était plutôt comme à l'envers, comme ok, je veux un goût où j'ai envie de cuisiner un cochon ou quelque chose, du coup je vais acheter un cochon, mettre dans l'assiette, etc. Là, du coup, j'avais les produits, et c'était un peu, maintenant, débrouille-toi. Il faut en faire quelque chose. Exactement. Et est-ce que ça a mis l'accent, c'est ça qui a mis l'accent sur le végétal dans tes assiettes? Ou est-ce que c'était tu avais déjà ça en toi avant? Le végétal, c'est un truc que j'ai en moi, parce que j'étais végétarienne quand même pendant 6 ans. Ah, ok. Voilà, je suis arrivée aux États-Unis, j'étais végétarienne, je rentre en France après un an aux États-Unis, je remange de la viande. Enfin, il y a eu un truc encore exceptionnel qui s'est passé. Le végétal, c'est une grosse partie de ma vie, je trouve hyper important, dans le sens que pour moi, c'est un peu les traceurs du futur. Je pense qu'il va falloir qu'on se tourne quand même sur une alimentation qui est beaucoup plus responsable. Et ça passe malheureusement par un changement d'habitude. Et je trouve aussi qu'on a un champ de créativité et de développement sur les végétaux qui, moi, m'apparaît comme plus important que sur les protéines, par exemple, animales. Peut-être, est-ce que c'est dû à un manque d'expérience du coup de ma part, et en fait j'aurais pu découvrir d'autres choses s'il y avait poussé. Maintenant je me suis retrouvée là, voilà. Donc pour moi c'était une manière aussi d'apprendre à travailler et à développer tout ça, quoi. Et comment ça a été perçu par la clientèle? Est-ce que tu as trouvé assez vite ton public et pour le restaurant, avec cette démarche où finalement, parce que ce qu'on comprend, c'est que les maraîchers te livraient ce qu'ils avaient, toi tu cuisinais et tu travaillais et tu inventais à partir de ça, de cette matière première, et donc en fait je suppose que les menus changeaient tout le temps. Est-ce que tu peux nous dire en fait comment ça s'est passé avec la clientèle nantaise, je ne sais pas s'ils avaient l'habitude de ça ou pas, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Je trouve que ça a été plutôt bien accueilli. C'est vrai que après j'ai la chance d'avoir Charles aussi à l'époque qui est seul en salle et qui passe du temps à expliquer un peu tout cet environnement et comment ça se passe et pourquoi on travaille comme ça, etc. Donc c'est très bien accueilli par la clientèle nantaise. Le fait d'avoir ce turnover important sur les légumes et d'être surtout en hyper local et en hyper frais, je pense que ça plaît. C'est hyper simple mais hyper efficace du coup. Donc à l'époque, oui, non, quand on ouvre, ça se passe bien. Après, j'ouvre en juillet 2019. En septembre, c'est gilets jaunes juste ici à l'intersection. On ne peut pas exploiter parce qu'on a le gaz lacrymo qui rentre lors des manifestations dans le restaurant. Et 5 mois après, c'est Covid. Ouais. Donc en fait, il y a très peu de temps. La période d'exploitation était très courte. Ouais. Est-ce qu'au début tout va bien et est-ce que c'est bien accepté et comment ça marche. Ouais, je comprends. Il y a un truc au début qui est un peu particulier quand même. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur autre chose parce que pour avoir goûté ta cuisine, effectivement, il y a le végétal qui est un marqueur fort, mais il y a aussi une grande, je trouve, diversité culturelle, tu vois. On sent qu'il y a c'est un melting pot d'influences, d'ingrédients, d'épices, de condiments, qui balancent vraiment, qui changent complètement. Parce que tout à l'heure, tu parlais d'une cuisine simple, moi je la trouve hyper sophistiquée dans sa simplicité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toutes ces influences en fait, qui se ressentent quand on mange chez toi? Et je trouve toujours un peu étonnant qu'on me dise c'est comme s'il y avait plein d'influences, alors que pour moi c'est des trucs un peu naturels. Okay. C'est comme des associations
de goût et je sais que je vais aller vers ça plus, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, je sais que j'ai une grande influence avec l'Institut Paul Bocuse parce que du coup, j'ai vécu avec des gens qui venaient autant du Moyen-Orient que d'Amérique du Sud. Il y avait des Africains, des Américains. Là, c'était très cosmopolite. Marseille aussi, est une terre avec tellement d'épices et d'influences que je garde beaucoup de marqueurs et de traceurs pour moi marseillais ou en tout cas qui me viennent de cette ville dans ma cuisine. Après, j'ai été élevée par des juifs aussi une partie de ma vie. Il y a des choses qui sont, je pense, peut-être très personnelles ou qui sont très liées à la culture, qui viennent en fait dans cette cuisine. Mais moi, ça me paraît pas comme des choses qui viennent de partout ou qui sont synonymes de plusieurs influences, quoi. Ok. Non mais je pensais ça peut être le citron noir, ça peut être des choses qui sont pas de tradition du terroir français mais qui sont finalement dans ta cuisine et qui ont toute leur place avec les légumes des maraîchers nantais. Oui, c'est ça. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment utiliser ce qu'on a ici et ce qui fait sens ici dans le terroir et dans l'environnement et juste faire avec. Tu vois, il y a un truc comme ça un petit peu. Au début, les premières années, ma maraîchère, elle avait que des navets. Enfin, j'ai des navets, en ce moment, j'ai vraiment du mal, je peux plus. Et en fait, le navet, c'était hyper intéressant de le sortir de son bouillon, de pot-au-feu, machin. Et rien que, par exemple, le navet dans le couscous, déjà, avec la semoule, avec les épices, il y a comme un autre monde. Et en fait, Tu tires le fil et en fait, il y a plein de... Exactement, il y a un truc un peu comme ça. Donc, tu nous l'as dit, assez rapidement après l'ouverture, en fait, tu étais confronté à des difficultés extérieures auxquelles tu ne peux rien, donc que ce soit les manifestations, que ce soit le Covid. Comment tu l'as vécu? Enfin, quel était ton état d'esprit à ce moment-là par rapport au restaurant, parce qu'il y a le côté chef d'entreprise qui doit forcément ressortir aussi. Au début, je pense un peu comme tout le monde, la peur surtout parce que il y a 6 mois avant, je viens de m'endetter sur 7 ans pour avoir un établissement, que j'ai quand même un salarié avec moi qui me demande qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qui va devenir, voilà, donc il y a beaucoup de peur. Il y a une partie de déni aussi, je me souviens. Je crois qu'on a fermé un samedi soir. Le lendemain, nous, on avait brunch à l'époque. On s'attendait à recevoir 50 personnes. Donc nous, on a dit, nous, on va ouvrir, il n'y a pas de souci. On est venu, on a ouvert, personne n'est venu. De toute façon, il n'y avait rien qui était en place parce qu'on a bien compris que, en fait, c'était réel. Mais au début, c'était, peur, déni et inquiétude. D'un point de vue économique, financier, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Et malgré tout, tu vois, malgré les difficultés, Sepia est toujours là et ton entreprise grandit aujourd'hui. Comment s'est passée cette étape? Comment tu as surmonté, en fait? Comment tu as fait pour tenir? Très vite, de par plusieurs chefs et associations nantaises, il y a eu tout un plan qui s'est mis en place pour récupérer les marchandises du mine et les transformer pour les soignants, du coup, puisqu'on est juste en face du CHU. Donc là, il y a eu une solidarité, une entraide entre plusieurs acteurs de plusieurs professions, je pense qu'elle a été aussi absolument merveilleuse et aujourd'hui, on ne saurait que les remercier. Et en fait, tout ça, ça a créé un espèce de microcosme et d'élan aussi où on ne s'est jamais arrêté. Et quelque part, en fait, je pense que c'est ce qui nous faisait très peur. C'était d'un coup, on travaille 17 heures par jour, d'un coup quand tout s'arrête et qu'on te dit non, tu vas rester à la maison et on verra bien ce qu'il advient de l'avenir, c'est très compliqué. Ouais. Très compliqué pour des personnages qui peuvent être peut-être un peu hyperactifs ou quoi. D'un coup, un truc qui se crée un peu, Et d'un coup, en fait, aider ceux qui aident les autres, c'est devenu un peu la catharsis. C'était un peu notre truc à nous, quoi. Et en fait, on a traversé comme ça, je crois, en essayant de régler les problèmes qui étaient là. Mon Dieu, il y a encore 3 tonnes de veau à passer, mais que va-t-on faire avec le veau? Et en fait, c'était ça. On avançait dans un espèce de brouillard un peu absurde. Et je pense qu'on a traversé un peu comme ça, d'abord. Okay. Et puis après, faut rouvrir et tout donner, quoi. Et puis tu cherches pas. Tu ouvres sur toutes les plages horaires, avec toutes les formules, avec tout ce qu'on peut. Et puis...
Et pas très longtemps après, en fait, est arrivé Top Chef. Tout à fait. Comment tu t'es retrouvé sur le tournage de la dernière édition? Encore une fois, un caillou de la vie absolument improbable. Donc on est en sortie de 2e confinement, réouverture tout juste. Je reçois un message sur Instagram d'une nana que je connais pas, qui n'a pas de profil particulier sur Insta, qui me dit voilà, moi je suis casteuse pour Top Chef. Est-ce que votre chef Lucie voudrait répondre à mon message et essayer un casting? Du coup, évidemment, au début, je crois que c'est une blague. Enfin, voilà, il y a un truc un peu nébuleux autour de ça, sachant que à 150 mètres de là, il y a ma collègue Sarah qui l'avait fait, du coup, quelques mois auparavant. Donc, il y avait un truc un peu mauvaise blague, un peu obscur autour de ça. Donc, j'ai répondu... Donc, tu n'y crois pas, en fait, c'est ça, au début? Non, je n'y crois pas, et je réponds même à Camille, très bien, où est-ce qu'on signe? Je dis, bonjour Camille, dis-moi, on signe où pour aller à Top Chef? Un truc un peu drôle comme ça. Et elle me dit, attends, avant de signer, on va discuter. Et là, je me dis, en fait, c'est un vrai truc. Donc, s'ensuit plusieurs castings, testing sur Paris. On n'y croit pas. Et puis, voilà, ça aurait pu... du coup, j'ai fait plein d'essais, il s'est passé plein de trucs. Voilà, c'était hyper motivant. Il se passait un truc pour l'équipe aussi. À l'époque, j'avais un autre apprenti qui est chef maintenant dans un de mes autres restos qui était à fond derrière moi parce que lui, voilà, il a une 20aine d'années, donc c'est très télé, très média, c'est génial. Voilà, Top Chef, etc. Donc voilà, une super dynamique dans l'équipe, et puis on n'y croit pas. De toute façon, on fait les trucs jusqu'au bout, mais on n'y croit pas, on sait que ça va s'écrouler. Puis en fait, pas du tout. Fin août, ils nous disent ok, ça commence dans un mois, 4 semaines après. On y va, c'est parti. Et comment on gère quand on est... parce que ton restaurant, c'est quand même une petite équipe. Comment tu as fait pour gérer à distance? En plus, c'est même pas dans la même région. On ne peut pas se dire tu reviens le soir pour donner un coup de main. Non, c'est un temps plein aussi, Top Chef, ailleurs. Et donc Top Chef est un temps plein, et Top Chef est soumis aux règles Covid de confinement. C'est vrai. Pour éviter la contamination sur le plateau, la contamination avec les autres chefs, de décaler des tournages, etc. Voilà. Donc, si on part et on laisse tout derrière nous. Il n'y a plus d'enfants, plus de restaurants, plus de salariés. Il faut fermer les yeux et on y va, quoi. Donc, de là, je recrute 2 autres personnes. Okay. Je mets quelqu'un d'autre en salle avec Charles pour l'épauler, tenir une partie aussi administrative. Et du coup, je recrute une chef de partie en cuisine. Du coup, plutôt pour driver et aider à la fois mon apprenti, qui, du coup, à l'époque, s'avère garder tout à fait la cuisine lui tout seul, et ça se passe très bien. Okay. Et toi, tu voyais quoi dans cette opportunité-là? Qu'est-ce que tu en attendais? Parce que pour tout plaquer quelque part pendant une période assez longue, c'est pas une semaine, c'est quand même 10 semaines, parce qu'en plus, tu es allé loin dans le concours. Qu'est-ce que tu en attends? Est-ce que c'est des retombées médiatiques pour le restaurant? Est-ce que c'est te mesurer? Est-ce que c'est le côté concours qui t'appelait? Est-ce que c'est qu'est-ce qui t'intéressait dans cette démarche? Déjà, je suis dans une optique où je me dis pas que je vais y rester. Je suis persuadée que je vais me faire éliminer très vite. On peut aussi avoir la possibilité de même pas rentrer dans le concours du tout, du coup, sur la première épreuve. Donc tout ça, ça reste dans ma tête. Je me dis, à la limite, ça va être juste un grand coup de baguette magique un peu dans la vie, puis ça va retomber comme un soufflé. Et voilà, ça se trouve la semaine prochaine, parce que tu pars, mais tu peux être là les 7 jours d'après quand même. Oui, bien sûr. Donc je garde ça en tête. Et de toute façon, j'ai confiance sur les gens que j'ai recrutés et l'équipe qui est en place ici. Et je me dis que c'est un peu une chance une fois dans une vie. C'est comme un billet de loto. Ok, ouais. Du coup, on m'a donné le billet de loto et on m'a dit va jouer. Donc, encore une fois, saisis l'opportunité. Je me voyais pas refuser. Si tu veux, il y avait un truc un peu où en fait, ils m'ont approché. Après, je suis allée faire les castings. Après, j'ai fait les testings. Je veux dire, maintenant, si tu as commencé à mettre un peu un pied dedans et qu'en plus ça marche, joue le jeu à fond. Tu peux pas refuser, machin. Donc, j'y suis allée en me disant on verra bien, c'est super sympa, c'est très léger, ça va bien se passer, j'arrive. Voilà. Rester 10 semaines. Donc, tu restes 10 semaines. Et est-ce que la manière dont ça s'est passé, ça correspondait à ce que tu imaginais
Je parle le concours, enfin les 10 semaines en question. Non, pas du tout. Énorme décalage, encore une fois, entre ce que j'imagine et ce qui se passe. C'est la première fois que je fais un concours, c'est la première fois que je fais de la télé. Là, je me retrouve complètement isolée aussi de mon environnement, de ma famille, mon fils, mon conjoint. Ça, c'est très particulier. Et je pense qu'à la fin, ça joue énormément. Top Chef, c'est quand même beaucoup de mental. Il faut une grosse stature psychologique, être vraiment très très fort. On le soupçonne pas forcément de l'extérieur Non, j'imagine qu'on le soupçonne pas vraiment, mais le mental, c'est une grosse force dans Top Chef. C'est là aussi où je salue mes camarades qui sont restés plus longtemps. Il faut être très très fort. Est-ce que, parce qu'il y a le décalage entre ce qu'on s'imagine avant de rentrer dedans, le tournage, et il y a ensuite la diffusion. C'est encore autre chose. Tu t'es retrouvé dans ce qui a été diffusé ? Pas du tout. Après, j'ai pas regardé du tout une seule émission entière de A à Z. Pourquoi ? Parce que parce que ça tombait sur un jour où je bossais quand c'était en live et j'ai pas la télé. C'est le deuxième argument qui est pas mal aussi. Le troisième, c'est que je sais ce qui s'est passé, je sais ce que j'ai vécu. Et c'est vrai qu'il y a eu des scènes où ça a pu être un petit peu accéléré, un peu coupé. Il y a des choses... c'est le montage, c'est de la télé, c'est un concours. Il faut aussi... Il y a des choses dans lesquelles, pour faire synthétique, je me suis pas forcément retrouvée, où ça m'a peut-être un peu blessée aussi. Où je pense que je peux avoir une manière de parler qui peut être un peu sèche et brute, et sortie de l'extérieur, sortie un peu de son contexte... Ça peut être un peu dur, voilà. Il y a des choses où j'étais pas forcément en accord avec cette façon d'isoler juste cette phrase et de mettre plusieurs... Mais voilà, à la limite, on donne ça aussi, il faut faire confiance. Mais j'ai fait confiance, je pense qu'après, je suis pas choquée d'énerver les gens non plus. Il y a des gens qu'on dérange, je plais pas à tout le monde. Ça a été des choses, notamment quand je parle de diffusion, où en fait on s'en rendait peut-être pas compte. Enfin, moi, c'est pas un truc. Pour moi, je fais Top Chef, mais personne ne regarde Top Chef. Donc en fait, si, tout le monde regarde Top Chef en France. Pour moi, je me dis, je vais marcher dans la rue à Nantes, impossible qu'on me reconnaisse. Si, même sans maquillage sur l'autoroute, les gens me reconnaissent. Donc voilà, mais tout ça, c'est des trucs qu'on peut pas imaginer, qu'on peut pas. Et comment tu t'es adapté à cette nouvelle vie, quelque part, où. Tu es reconnu, en fait, ça doit déjà être très bizarre. Le lendemain d'une diffusion, en fait, ça doit faire un choc quand même. C'est très bizarre, ça fait un choc. Après, il faut savoir que les gens qui nous reconnaissent ou qui viennent nous parler, c'est pour dire du positif. Ah, c'est bien. C'est que des gens qui sont dans une démarche de dire bravo pour hier, c'était génial, le petit truc de poulet, bravo. J'ai eu des nanas qui sont arrivées avec les gosses en courant pour me dire génial, je t'ai vu hier. Et voilà, ça c'est que du positif et ça c'est génial. À vivre comment je le vis, super bien. Super bien, les gens qui m'ont vu qui m'ont dit j'adore, vous m'avez fait pleurer avec votre chef, parce que voilà, il y a des trucs avec Madia. Donc que du bon, génial. Après évidemment sur les réseaux, il y a des gens qui s'ennuient, qui écrivent chez eux. Voilà, ça fait partie du truc. Aujourd'hui c'est derrière moi et tout ça est très éphémère aussi, c'est un truc que je voulais dire. Les gens qui te reconnaissent dans la rue, comme tu dis, c'est le lendemain d'une diffusion. Aujourd'hui, on me parle très rarement de Top Chef dans la rue. C'est aussi... Bien sûr. Et est-ce que c'est, pour un jeune chef, tu te dis, ça reste une opportunité à saisir? C'est quelque chose que j'en sais rien, si dans ton équipe, tu as un apprenti ou une jeune chef de partie qui te demande est-ce que je devrais essayer de postuler? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Oui, à 100%, parce que on s'en rend peut-être pas compte tout de suite, mais ça fait énormément... grandir. C'est comme... Moi, j'ai l'impression que je me suis pris un TGV dans le visage quand, du coup, je suis sortie de ces 10 semaines parce que, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand il y a toute cette dinguerie de processus créatif qu'ils nous demandent, en fait, aujourd'hui, ça me manque presque. Et je me dis, tiens, je ferais bien peut-être un dessert avec du poisson. Ils nous avaient demandé le dessert de la mer. Je me dis, peut-être qu'à la prochaine carte, je mettrai... Ok, donc ça a quand même un petit peu influencé aussi ton... Et oui, énormément. Ça a influencé ma manière de voir la cuisine aujourd'hui, ma manière d'appréhender les choses. Et aujourd'hui, ça m'a...
ça m'a offert la possibilité d'avoir la légitimité de faire ce que je veux. Peut-être qu'avant, si j'avais servi un dessert au poisson, on m'aurait dit faut que t'arrêtes, t'es pas à ta place. Ou en tout cas, peut-être que ça n'aurait pas attiré les gens. Là, à la lecture, quand on sait que j'ai fait Top Chef ou que je fais telle émission ou que je suis dans tel podcast maintenant aujourd'hui, c'est vrai. Finalement, elle fait un dessert au poisson, oui, mais du coup, on a un peu plus confiance où on se dit ça peut être cool parce qu'il y a déjà d'autres gens qui sont passés par le truc et qui ont dit que c'était bien. Donc ça donne comme une espèce de légitimité. Et rien que ça vaut tout l'or du monde. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on aborde aussi un aspect de la vie de chef qui est la communication. Aujourd'hui, on peut faire de la très bonne cuisine dans un endroit chouette. Il faut le faire savoir. Alors, Top Chef, ça peut être une manière d'accélérer la notoriété. Est-ce que pour toi, c'est un aspect important de ton métier, de communiquer sur ce que tu fais ? Oui, aujourd'hui, je pense que c'est essentiel, mais à la limite, pas tellement en tant que chef de cuisine, mais plus en tant que chef d'entreprise. Je pense que c'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence, ça va très vite, c'est un milieu qui évolue constamment. Communiquer, il faut le faire, mais il faut savoir bien le faire. Moi, mais ça, tout le monde ne sait pas faire ça, en fait. Exactement. Parce qu'on peut être un bon chef parce qu'on a appris dans des belles maisons et qu'on a un talent, mais comment est-ce qu'on apprend ça, en fait, cet aspect-là ? Et puis, en plus, tu vois, on me fait souvent la réflexion de « t'as appris la communication, t'as étudié ça, donc ça devrait être évident pour toi ». Pas du tout. Le travail de community manager, par exemple, sur les réseaux pour communiquer, qui me paraît un peu le plus évident au-delà du site internet, etc. aujourd'hui, c'est complètement autre chose de ce qu'on apprend sur la base de la communication, l'histoire de la communication, comment communiquer en management, en entreprise, en stratégie. Donc tout ça, c'est un peu comme si on mettait des mots derrière des trucs et on dit, tu vois, c'est un peu comme ça. La communication aujourd'hui, elle est essentielle, mais c'est un travail à part entière. C'est comme tu cuisines chez toi, mais ton travail, c'est de faire de la communication. Ben moi, c'est l'inverse. Et en fait, c'est ça, tu vas tout à fait survivre en mangeant toute seule chez toi, t'as pas besoin de moi. Moi, je vais sûrement survivre en communiquant toute seule dans ma cuisine. Mais finalement, au bout d'un moment, moi, je vais être dépassée parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, et puis je vais pas le dire bien. Et puis une photo que moi, je vais te prendre avec mon super poireau, même s'il est magnifique et qu'il vient de tout près et qu'il est trop cool, une fois que c'est la photographe qui passe et qui me dit « Attends, si on le met un peu près du mur ?» et qu'en plus j'écris ça en dessous, c'est mieux que juste mon super poireau. Bon, en effet. Donc voilà, aujourd'hui je m'entoure. Ça semble compliqué aujourd'hui de faire autrement que comme ça, quand on se lance quand on ouvre un resto. Alors quand j'ai ouvert, je communiquais toute seule et j'avais pas le choix de ça parce que c'est quand même des frais. Non mais en tout cas se doter d'un compte Insta, d'essayer de se... Alors en revanche, oui, la présence est essentielle, je pense. Ou alors il faut que ça soit vraiment comme une stratégie. Genre de n'exister nulle part et du coup d'être the place to be. D'être très mystérieux. Exactement, ça peut être une stratégie à l'inverse. Juste pour reboucler sur Top Chef, il y a quelque chose qui me surprend tous les ans dans chaque saison, c'est le déficit de femmes. Il y a toujours moins de femmes parmi les candidates. Il y a très 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 peu de femmes dans les chefs invités. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te questionne aussi ? Est-ce que toi, quand tu l'as vécu de l'intérieur, ça t'a semblé bizarre ? Ou est-ce que c'est représentatif du milieu ? Tout à fait. Moi, je ne suis pas étonnée du tout. Pour moi, c'est exactement la représentation de notre secteur aujourd'hui. C'est que les femmes sont en minorité. Donc dans le concours, il y avait moins de femmes aussi. Oui, je ne suis pas étonnée. Les femmes chefs, c'est pareil, il n'y en a pas énormément non plus. Claire Smith, par exemple, qui est venue nous faire l'épreuve sur l'oignon, c'est la seule chef 3 étoiles en Angleterre. La seule femme chef, excuse-moi. Oui, du coup, maintenant, c'est vrai. Mais c'est comme... Non, c'est le métier aujourd'hui, les femmes ne sont pas représentées, ne sont pas présentées. Il y a très peu de grandes femmes chefs. Pour moi, ça colle à la réalité. Ça me questionne dans le sens de oui, pourquoi, comment. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses, justement Je pense que ça reste un métier qui est très masculin.
qui n'est pas forcément attractif quand on se dit que, voilà, comme on disait tout à l'heure, on veut avoir une maternité, envisager une maternité quand on est en cuisine, ça se fait, il n'y a pas de souci. J'ai plein d'exemples de copines qui ont, oui, en effet, 3 enfants dans une brigade, ça se fait, qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, je pense que c'est quand même pas donné à tout le monde, c'est pas un parcours classique, c'est pas forcément évident. Dans une grossesse, il peut se passer aussi des choses où on n'a plus le droit de porter de lourdes charges, devenir la nana en cuisine qui est enceinte et qui peut plus porter les lourdes charges. Oui. T'as intérêt d'être bonne pour pas être la relou, quoi. Mm. Donc encore une fois, t'as intérêt d'être bonne, donc meilleure que les autres. On demande toujours un peu plus aux femmes. Mm. C'est traditionnellement, culturellement, c'est l'histoire de notre vie, je pense. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que par rapport à tes débuts en cuisine, où on sent que ça a été difficile, en tant que seule femme dans une brigade un peu isolée, etc., est-ce que tu as l'impression que le métier, il a évolué quand même depuis ? Est-ce que pour toi, on en est au même point ? Honnêtement, en toute franchise, je saurais pas te dire parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une brigade de façon à me rendre compte, en tout cas. J'ai pas vraiment de témoignages d'aujourd'hui. En revanche, les témoignages récents ou passés que j'ai pu avoir ces derniers mois, ces dernières années, faisaient écho aux miens. Ok. Je pense que les choses bougent. Il y a des comptes Instagram, il y a des gens qui prennent la parole. Je pense que les choses bougent. Je pense qu'il y a encore des trucs qu'on peut voir et qu'on peut vivre aujourd'hui. Ouais. Qui sont toujours inacceptables. Qui sont toujours inacceptables. Mm. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui t'écouterait dans ce podcast, qui aurait envie de ce métier-là, mais voilà, qui se questionne sur est-ce que c'est ma place ? Se demander si c'est sa place auprès des hommes, déjà, c'est mal questionné. Évidemment que si on a envie de faire de la cuisine, c'est la bonne place. Évidemment que si on a envie de faire différent, c'est pas dans toutes les cuisines comme ça. Il y a des cuisines où les mecs ils sont hyper respectueux, où l'ambiance elle est super bonne, il n'y a personne qui t'écrase, tout va bien. Il y a certains personnages dans certains établissements qui sont comme ça, mais comme partout, dans les bureaux, c'est pareil. Je pense que c'est pas forcément lié à la cuisine. On en parle parce que la cuisine, c'est un peu fascinant, je pense, pour les gens. Il y a un truc, en plus, c'est médiatisé, c'est starisé. Mais on parle pas, je sais pas, des cabinets dentaires ou dans les mairies. Je pense qu'il y a plusieurs nanas qui... sont quand même un peu plus mixtes. Tu vois, les dentistes, je pense, pour reprendre l'exemple... C'est plus mixte, sûrement. Donc c'est effectivement, il peut y avoir des personnes toxiques, d'ailleurs, y compris des femmes. Mais c'est vrai que je pense que dans la cuisine, c'est le fait qu'il y ait moins de femmes qui soient dans ces métiers-là qui amplifie ce phénomène de... Oui, je pense qu'il y a peut-être une amplification qui est due à ça. Peut-être que le nombre un peu plus rare amplifie du coup certains comportements, peut-être. Je sais pas. Je saurais pas dire pourquoi parfois on peut avoir peur en tant que nana d'aller en cuisine. Je veux juste dire que surtout c'est pas du tout partout pareil. J'ai fait des super boîtes, j'ai travaillé dans des super restaurants où ça se passait bien et où du coup j'ai été respectée et valorisée et où tout se passait bien. Est-ce que tu as envie de citer les chefs justement qui sont... Par exemple, Alexandre Madia a un management qui est incroyable. Il est fascinant avec ses équipes. Tout le monde est respectueux et respecté. C'est une des boîtes où j'ai été le plus surprise dans le traitement des salariés et les équipes intra et inter en fait. C'était, oui, je trouve qu'il y a une good vibes, tout le monde se respecte, il a une manière de passer l'information et sa passion, et est-ce qu'il a aussi parfois un peu un discours lunaire quand il se met à parler d'une groseille. Alexandre Madia, ça peut être un peu aussi genre qu'est-ce qui se passe. Et en fait c'est incroyable, et il fédère, c'est quelqu'un qui fédère, qui a du leadership, et ouais, chez lui c'était incroyable à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent ? Il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent. Est-ce que tu veux en citer certaines ? Par exemple, si on parle dans le milieu, je suis fascinée par Amélie Darvas. Je trouve que sa personnalité, je la trouve très singulière dans le milieu. Je trouve qu'elle détonne un peu.
sa manière de travailler, sa manière de faire. Je la trouve très inspirante et j'aimerais avoir peut-être un peu la démarche, et au moins, ne serait-ce que peut-être un peu l'intelligence de ce qu'elle dit. Donc c'est vraiment, pour que je dise des trucs comme ça, je suis vraiment... c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Après, il y a beaucoup de femmes hors cuisine aussi, évidemment, mais je trouve que dire qu'une personne peut m'inspirer, c'est peut-être que je devrais la connaître pour ressentir l'inspiration. En revanche, le respect et l'admiration et peut-être d'avoir envie de suivre, peut-être pas le parcours parce que c'est ridicule de dire ça, mais de suivre un petit peu la tendance et les traceurs qui sont en train de naître. Oui, c'est quelque chose que je dirais de Darvas par exemple. J'ai trouvé que le parcours, encore une fois, de Claire Smith était incroyable. Il y a aussi Dominique Crène qui est... c'est marrant, c'est que des expats là qui sortent. Mais, non, il reste un mille Darvas quand même. Oui, on va la garder. Entre Paris et Lorient, peut-être qu'il y a eu... voilà. Donc je connais pas directement de chefs ou de personnes comme ça que je pourrais dire qui m'inspirent, mais c'est sûr qu'il y a énormément de profils où je suis très sensible et où je suis admirative et je me dis ça c'est beau ça. Lucie, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, donc des questions pour mieux te connaître. Quel est ton dernier coup de cœur food? Ça peut être un resto, ça peut être un vin, ça peut être un livre, ça peut être ce que tu veux. Un produit également. Tout à fait, je peux te parler du Hamelou. Ah. J'ai été approchée la semaine dernière par une jeune entreprise. Donc ce sont deux associés, il y a un Marocain et un Français, qui ont monté une entreprise pour valoriser les produits marocains qui sont très spécifiques, à savoir l'huile d'argan et le Hamelou. Et voilà, ça fait plusieurs fois qu'on essaie de se rencontrer, c'est très particulier, on n'a pas les bons agendas, etc. Et puis en fait, Oscar est venu la semaine dernière m'apporter une petite fiole d'huile d'argan et un petit peu de Hamelou. Le Hamelou, d'habitude, moi je le fais moi-même, avec de l'huile d'argan que je me fais ramener du Maroc par des amis ou par ma famille. Et c'est vrai que c'est un produit qui est très particulier parce que ça peut vite avoir un goût très animal et presque dérangeant, où on est presque dans la bergerie, où on sent que le Hamelou il a été fait avec les chèvres. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne connaîtraient pas le produit, nous expliquer un peu ce que c'est? Oui, alors le Hamelou, c'est une pâte à tartiner originaire du Moyen-Orient qui est faite en fait à partir d'amandes qui sont torréfiées et broyées. Donc on est un peu dans la pâte à tartiner qu'on connaît traditionnelle, sauf que du coup on y ajoute donc du miel et de l'huile d'argan. Et ça donne un produit qui est très suave, qui est juste hyper addictif. Et c'est comme cette super pâte à tartiner qu'on connaît tous, mais sans les mauvais produits et sans le chocolat. Donc on est juste en fait sur le goût du fruit qui est puissant, la torréfaction et en fait le fait de mettre plein de bons produits ensemble, ça donne juste une petite pâte. C'est de l'or, enfin c'est vraiment un super produit. Et j'ai été très étonnée parce que dans mes souvenirs d'enfance, c'est quelque chose qui a ce côté un peu animal et très particulier que tout le monde n'aime pas. Donc c'est comme ça que moi je le faisais aussi. Et là j'en ai découvert un qui est juste beaucoup plus subtil et beaucoup plus suave. Et voilà, donc je suis ravie de ce produit-là. Et je pense que tout le monde ne connaît pas le Hamelou. Non. Et j'ai très très envie de mettre à la carte avec mon super dessert au poisson du coup. Des belles créations en perspective. Quel plat résumerait le mieux ton enfance? Les crêpes. C'est pas vraiment un plat, mais... Les crêpes, ça a été un gros truc dans ma vie, ouais. Beaucoup de crêpes. Est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté et que tu n'as jamais oublié? Oui, il y en a plusieurs, ouais. Il y a même des goûts que je peux citer dans certains endroits avec les années, etc. Et ça, je trouve que la mémoire là-dessus est incroyable et ça me fait énormément avancer parce que même si on ne se souvient pas exactement du goût, que je pourrais pas retranscrire parce que la plupart du temps c'est dans des superbes restaurants, je me souviens de l'émotion que ça m'a procuré et du moment. Donc oui,
Est-ce que tu as un resto où tu as goûté quelque chose de très particulier qui t'a marqué, que tu aurais envie de citer? Eh bien, par exemple, je suis allée sur Paris il y a quelques mois. J'ai dîné dans un restaurant qui s'appelle Bayeta. Et j'ai mangé un œuf. J'ai mangé un œuf en 3e step de mémoire. Et c'était absolument incroyable. Parce que les œufs, c'est très basique. Je travaille l'œuf moi-même, donc je connais l'œuf par cœur. Mais là, j'ai eu un chamboulement. J'ai été touchée comme quand tu as presque envie de pleurer parce que tu es ému de ce goût qui rappelle quelque chose qui est non identifiable, mais qui prend aux tripes. Il y avait un truc d'émotion. Et je sais que l'œuf de Julia est connu, mais j'avais très envie de le goûter. Et c'est un des derniers souvenirs culinaires que je garde là en mémoire, où je peux citer et je sais l'émotion. J'ai mangé au resto depuis, il n'y a pas de souci, mais le dernier chamboulement, le dernier souvenir marquant, c'était celui-là. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes? J'ai du mal avec les bâtons de réglisse. Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine chez toi? Oui, j'ai toujours des capres ou des cornichons et du tahini. Et justement, toujours chez toi, quelle est ta recette fétiche? Celle que tu fais tout le temps? Vraiment? On veut la vérité, toute la vérité. Alors moi, j'ai pas une super hygiène de vie parce que je dors pas beaucoup, je mange pas aux bons horaires, c'est pas... Voilà. Donc j'ai tendance à grignoter beaucoup. Il y a un truc que je mange presque tous les jours, c'est du pain, du beurre et de la coriandre. Ça consiste à faire griller exactement, une tartine de pain, un bon pain de préférence, avec un bon beurre et de la coriandre. Basta. Donc c'est pas un plat, c'est pas... Voilà, mais c'est pareil, quelque chose... C'est la recette doudou. qui me réconforte et que je sais que ça va m'apporter à peu près ce que je veux, là, maintenant, voilà. Donc c'est un de mes grands trucs, ça aussi. Et quand tu es en cuisine, alors que ce soit chez toi ou au restaurant, est-ce que qu'est-ce qui passe comme bande son? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu écoutes la radio? Est-ce que tu travailles en silence? Qu'est-ce qui se passe? Alors au restaurant, on fait la mise en place avec plutôt les musiques de tout le monde, donc chacun a son moment. Donc là c'est très différent, très éclectique, n'est-ce pas? On a le droit à un petit peu tout. Et puis après, durant le service, c'est une musique qui est choisie, sélectionnée, voilà, des choses qu'on aime, mais que tout le monde peut entendre. Quel serait le restaurant de ta vie s'il n'en restait qu'un? Ton restaurant préféré de tous les temps? Pas le mien, du coup. Ah, ça peut être le que tien. moi, je pourrais créer au bord de la mer, tout ça. Ça peut être ton resto, ça peut tout à fait. Ça pourrait être super resto, quelque chose que je connais. Le resto de ton dernier repas, tu vois, un resto... si tu pouvais refaire un repas, ce serait dans ce resto-là. Eh ben, je combinerais tout. Si j'avais un repas à faire, je ferais ça. C'est génial. Ça, je l'ai jamais eu comme réponse en plus. Très bien. Je ferais ça. Je combinerais tous les plats dont je me souviens et que j'aurais trop envie de manger. Ce serait génial. De chaque chef. Voilà. Ouais, exactement. Ce serait, je sais pas, un 10 mains. Exactement. Même plus, du coup, il serait combien là-dedans? Voilà. Et chacun son tour, ils pourraient m'apporter leur plat. Et c'est génial, je me souviens. Est-ce que tu veux me citer les chefs qui seraient présents à cette table? Ou au passe ce jour-là? Alors, évidemment, donc j'inviterai Julia, évidemment, j'inviterai le chef Mazzia, j'inviterai le petit monsieur qui m'a fait une super salade César je pense que c'était du coup avant que je parte la première fois aux États-Unis, donc en 2007, à Perpignan. Il y a un tout petit bistrot dans le centre de Perpignan qui fait des super salades César. Le mec assaisonne le poulet d'une façon incroyable. Okay. Et je m'en souviens très bien. Est-ce que tu as le nom de ce resto pour nous? Pas du tout. C'est juste à côté. On va mener une enquête pour le retrouver. Ça peut être une bonne idée. Il pleuvait même ce jour-là. Bref. Il y aurait... je pense que j'inviterais aussi mon grand-père, si c'était possible. Je le ferais revenir pour me faire des croquettes de poulet, ça serait chouette aussi. Voilà, des chouchoukas d'enfance, ce genre de choses aussi. Il n'y aurait pas que des grands chefs, je pense. Est-ce qu'il y a un restaurant qui te fait rêver, où tu rêverais d'aller dîner?
Oui. Là, j'ai très très envie, je rêverais d'aller au Mirazur. Parce qu'en plus, l'environnement, la localisation est absolument incroyable. J'ai très envie d'aller voir l'Astrance, le nouvel Astrance du coup. J'irais bien aussi voir le chef Tanto à l'auberge La Bonne Idée. Avec qui tu as dû travailler, Oui, je pense. aussi, ouais. J'aimerais bien voir ce qu'il fait. Enfin, je le sais, mais j'aimerais bien goûter moi-même du coup. Voilà, la liste est longue. Je rêve, si je rêve, et ben j'irai à Noma avant que ça ferme et qu'ils partent ailleurs faire plein de trucs. Je retournerai aux États-Unis aussi faire des belles tables. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiterais-tu entendre dans un prochain épisode du podcast ? Et bien, je trouve que ce serait chouette d'entendre par exemple une de mes maraîchères, que ce soit Alice Ménard ou Laura Guillemot, deux super nanas qui font un métier aussi assez incroyable et pas forcément facile. Donc je trouve qu'avoir leur avis, leur point de vue aussi sur ce qui se passe un peu dans la food et dans les métiers, ça serait intéressant. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. À bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes.